Je vais maintenant appeler la communication suivante. Chemise noire des fascistes italiens, chemise brune des nazis, veste Mao, béret étoilé du Che, tous ces vêtements ont tenu une place centrale dans la dialectique des totalitarismes. Quand on dit que le vêtement parle, qu'il est signifiant, c'en est là une démonstration magistrale. François Ourmand est historien, spécialiste en histoire contemporaine et sciences politiques, auteur de nombreux livres ayant trait à la parure, à l'approche que l'on peut en avoir, mais aussi au physique en politique, ce sujet tabou, et bien d'autres choses encore. Avec Bernard Brunto, François Ourmand a coécrit Le vestiaire des totalitarismes, un livre passionnant, édifiant, qui dit tant de choses des pouvoirs de la parure. Je vous en conseille la lecture. Et il vient nous en parler. Merci beaucoup, François, de ce partage. Nous retrouverons François Ourmand tout à l'heure en causerie avec Emma Lacloun, il me tarde de la revoir sur le plateau, sur le thème tout aussi passionnant du vêtement en politique, un autre grand moment en perspective. Et donc, pour l'instant, j'en ai oublié mes diapositives. Voilà, le livre que vous retrouverez à la librairie La Cavale. Et maintenant, je laisse la parole à François. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Jacques pour cette invitation et pour me permettre de présenter en effet cet ouvrage que nous avons co-dirigé. Mon collègue et ami Bernard Brunto, qui est un des grands spécialistes en France de la question des totalitarismes et des génocides. Et donc sur un sujet qui peut sembler un petit peu, je ne vais pas dire provocateur, mais d'appréhender le totalitarisme au prisme du vestiaire, dont le vestiaire peut être considéré parfois comme quelque chose d'un peu anecdotique, superficiel. Le sociologue américain Thorstein Veblen parlait à la fin du XIXe siècle de la superfluité du vestiaire pour, dans ce phénomène de condensation linguistique, évoquer à la fois ce qui est superflu et ce qui est superficiel. Et donc, appréhender ces totalitarismes dont on sait évidemment le tragique, qui a pu culminer évidemment dans l'extermination, dans les camps, ça pouvait paraître un petit peu contradictoire. Néanmoins, il me semble, il nous a semblé, en réfléchissant sur cette question, sur laquelle de nombreux auteurs ont déjà écrit, bien sûr, il nous a semblé que l'appréhension par le prisme du vestiaire pouvait offrir une voie d'accès singulière pour mettre en évidence justement les caractéristiques saillantes de ce que furent les totalitarismes, notamment dans l'entre-deux-guerres, bien évidemment, dans l'Italie fasciste, dans l'Allemagne nazie, en Union soviétique, mais aussi au Cambodge, sous le régime des Khmers rouges, ou encore en Corée du Nord, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple. Alors le totalitarisme, simplement, rapidement, quelle est la singularité de cette notion, de ce concept largement théorisé par Hannah Arendt, et en quoi ces totalitarismes se distinguent-ils des autres formes de régime autoritaire, parce que je crois qu'il y a là une nuance qui n'est pas que sémantique, même si on a souvent un peu tendance à employer à tort et à travers la notion de totalitarisme. En tout cas, les historiens s'efforcent de caractériser précisément le totalitarisme à travers, en gros, on peut dire 4 éléments majeurs. Le premier élément, c'est bien sûr le culte du chef et le culte de la personnalité, tel qu'il s'est épanoui évidemment dans les régimes que j'ai pu évoquer. La seconde caractéristique, c'est ce que Hannah Arendt avait souligné, c'est le poids de l'idéologie, la logique de l'idée aussi, et la logique totalisante. Une idéologie qui fut une idéologie de race dans l'Allemagne nazie, et une idéologie de classe, évidemment, en Union soviétique. Et donc, au nom de cette idéologie, se met en place une volonté d'emprise totale du pouvoir sur l'ensemble de la société. Il ne s'agit pas simplement de faire taire les dissidents, si je puis dire, comme dans les régimes autoritaires plus conventionnels, mais simplement, mais plus encore, de susciter une adhésion
de la population tout entière derrière l'idéologie qui est à l'œuvre. D'où aussi à la fois une volonté d'embrigadement, et je vais y revenir à travers évidemment le rôle du vestiaire dans ce processus d'embrigadement, mais aussi évidemment un contrôle policier extrêmement fort, une violence paroxystique qui va s'abattre sur des segments entiers de population et qui va culminer, cette violence évidemment, dans les camps de concentration, dans le goulag ou dans les camps d'extermination nazis. Donc voilà en quelque sorte les caractéristiques principales de ce totalitarisme ou de ces totalitarismes de ce point de vue. Je vais commencer par évoquer, Masha Makayev a évoqué ce matin l'écrivain Bulgakov et la volonté par le pouvoir soviétique de construire un homo soviéticus, un homme nouveau, parce que c'est là en effet l'une des ambitions des totalitarismes que de faire advenir sur la table rase qu'ils vont opérer, de faire advenir un homme nouveau, que ce soit dans l'Allemagne nazie ou en Union soviétique. Et cet homme nouveau, évidemment, ne peut se faire que par une refonte totale de la société et de tous les aspects de la société. Dans les totalitarismes, dans les États totalitaires, il y a une forme de dilution, d'absorption de la société civile par l'État policier, par l'État totalitaire. Il n'y a plus de dissociation réelle entre la sphère publique et la sphère privée, de ce point de vue. Et plus rien n'échappe dès lors à cette emprise du pouvoir, pas même la mode, pas même les apparences. Alors, je voudrais commencer cette communication par évoquer, en effet, une photo qui a été prise par le photoreporter Robert Capa en 1947, lorsqu'il voyage en Union soviétique avec John Steinbeck. Robert Capa qui mourra 7 ans plus tard, lorsqu'il couvre la guerre d'Indochine en 1954. Alors, que fixe ici Robert Capa ? C'est extrêmement instructif. Nous sommes en 1947. Jacques évoquait ce matin le New Look que crée Christian Dior à la même époque et le fameux tailleur bar. Ici, c'est une scène assez singulière qui nous est proposée, en effet, sous le portrait d'un Staline vigilant, pourrait-on dire, siègent les membres d'un comité, un comité qui est chargé de valider ce que porteront les femmes en Union soviétique, ce que pourront porter les femmes en Union soviétique en 1947. Il y a donc là explicitement une volonté de contrôle du pouvoir stalinien sur les formes les plus usuelles de la vie quotidienne. Le pouvoir politique s'arroge le droit, finalement, d'intervenir dans la façon dont les individus vont s'habiller. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a, par le biais du vêtement, la volonté aussi d'imposer cette idéologie, et le vêtement doit aussi être conforme à l'idéologie qui est à l'œuvre, et en particulier conforme à l'esthétique socialiste telle qu'elle est définie par un ensemble de préceptes. Et donc, pour faire vite, cette mode soviétique, elle est fondée sur la rationalité, sur ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de simplicité, notamment simplicité par rapport aux extravagances supposées de la mode occidentale. Et à ce titre, les extravagances sont aussi considérées comme décadentes de ce point de vue. Alors qu'en 1947, ce n'est pas tout à fait neuf, parce que dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, en 1918-1919, les bolcheviks entreprennent de faire table rase, je le disais, de la société qui préexistait. Et ils vont, de ce point de vue aussi, inventer, en quelque sorte, une mode utopique, une mode, là aussi, conforme aux idéaux que les bolcheviks entendent promouvoir en termes d'égalité en termes de classe, mais aussi l'égalité en termes de genre ou de sexe entre les hommes et les femmes. Les femmes se voient dotées d'un certain nombre de droits, droit à l'avortement, droit au divorce, etc. Elles occupent un certain nombre d'emplois qui, pendant longtemps, ont été réservés aux hommes. Bon. Donc il y a une volonté de promotion, en effet, de l'égalité, et notamment l'égalité des femmes. Et donc les bolcheviks entendent aussi traduire
cette aspiration à l'égalité dans la mode, et il s'inspire des préceptes de Le Corbusier en architecture pour construire une mode qui est considérée comme minimaliste, fonctionnelle, ajustée en quelque sorte aux attentes de la nouvelle société qu'ils entendent créer. Alors, bon, on a là un premier versant, si vous voulez, un premier aspect de cette volonté d'emprise totale, voire totalisante, du pouvoir politique sur la sphère sociale. Alors, je vais aussi faire un plan en 3 parties. Dans cette première partie, c'est évidemment une déformation professionnelle, mais qui se trouve ici ajustée à ce que j'entends dire. Le premier aspect, la première caractéristique, évidemment, de ce lien entre vestiaire et totalitarisme, c'est la construction de sociétés à la fois uniformées et enchemisées. Des sociétés uniformées et enchemisées que l'on va voir, évidemment, d'abord ici, à l'origine, avec la fameuse chemise noire des fascistes italiens lors de la marche sur Rome, le 28 octobre 1922, avec Mussolini, des chemises noires, la chemise noire qui va devenir, pendant longtemps, le prototype de la chemise symbolisant le fascisme. Et encore aujourd'hui, évidemment, il y a une corrélation étroite qui existe entre les deux. Les chemises noires, donc, qui vont devenir le marqueur du régime mussolinien, des chemises noires qui vont essaimer, qui vont pulluler dans toute la société italienne, et le pays va se transformer véritablement en caserne aussi à l'instigation de Mussolini, et nul n'est épargné, pas plus les enfants, la jeunesse, par ces logiques d'embrigadement. Si ça veut bien fonctionner, peut-être que... Ici, voilà. Donc la jeunesse italienne, elle aussi, les enfants sont dotés de ces uniformes qui nous renvoient à cette volonté d'embrigadement. Ce n'est pas quelque chose là de singulier à l'Italie, puisqu'en effet, on le sait bien, dans les États totalitaires, la jeunesse constituera une cible privilégiée, puisque dans le processus de socialisation, l'intériorisation des mécanismes se fait plus volontiers pendant la socialisation primaire, et donc les logiques d'embrigadement seront aussi à l'œuvre, on le sait bien, dans l'Allemagne nazie, les Hitlerjugend, ou en Union soviétique, avec les pionniers, les komsomol, etc. Donc il y a cette volonté, bien sûr, d'inculquer, dès le plus jeune âge, évidemment, les valeurs constitutives du fascisme en Italie, comme dans les autres États totalitaires. Et c'est cette présence des chemises noires dans l'espace public donne à voir aussi l'omniprésence du pouvoir mussolinien, bien sûr, y compris visuellement. C'est un élément important pour l'occupation de l'espace public, cette présence obsédante des uniformes. Alors cette présence obsédante des uniformes, on la retrouve pas qu'en Italie, on la retrouve aussi évidemment dans l'Allemagne nazie, en tout cas lors de la montée du nazisme. Ici, les fameuses chemises brunes du NSDAP, du parti nazi, des chemises brunes qui, en fait, ont été, c'est là aussi où la petite histoire rencontre une version plus officielle, mais ces chemises brunes, en fait, auraient été acquises par le parti nazi sur un stock de chemises tropicales de l'armée autrichienne. Donc il y a une forme de circulation ici qui s'opère indépendamment de toute visée, en quelque sorte, politique ou symbolique. Il y a une forme d'opportunisme économique qui sous-tend l'acquisition de ces chemises. Mais ce que l'on va voir, c'est que ces chemises vont se décliner dans toutes les organisations fascistes en Europe. Les chemises noires, on va les trouver aussi en Grande-Bretagne. Alors je vais revenir après ici. En Grande-Bretagne, on va les retrouver, c'était la vidéo avant, la séquence d'avant. En Grande-Bretagne, avec le mouvement, les British Unionofascistes, dirigé par Oswald Mosley. Et on retrouve ici, au-delà des chemises noires, d'ailleurs, toute la symbolique gestuelle, toute la gestuelle, le bras tendu, parce qu'au-delà bien sûr, au-delà du symbole vestimentaire, il y a aussi tout le lexis corporel qui participe de cette propagation des valeurs, de l'idéologie. Bon, ici, j'ai isolé évidemment simplement la dimension
vestimentaire, mais on pourrait évidemment étendre tout cela à l'apparence corporelle dans son ensemble. Des chemises brunes que l'on va retrouver en Allemagne, bien sûr, mais aussi au Danemark. Les chemises bleues en Irlande, les blue shirts en France avec les francistes de Marcel Bucard, le faisceau de Georges Valois, la phalange en Espagne, et puis les chemises vertes. Donc on a toute une déclinaison chromatique de ces chemises de couleur qui nous renvoient évidemment a priori davantage au fascisme qu'à d'autres organisations politiques, les chemises vertes de Dorgère, les chemises vertes du mouvement rexiste de Léon Degrelle, les chemises vertes de la garde de fer en Roumanie, etc. etc. Donc on voit ici, si vous voulez, se déployer sur le continent européen, dans l'entre-deux-guerres, une forme d'éthos militarisé qui témoigne de démonstrations de force de la part de ces organisations aussi, qui veulent jouer de l'intimidation par l'occupation de l'espace public. C'est aussi un héritage évidemment de la Première Guerre mondiale, du souvenir traumatique de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que les sociétés européennes de l'entre-deux-guerres, elles sont marquées par la présence obsédante de ces anciens combattants, de ces mutilés, de ces gueules cassées, qui sont souvent en uniforme et qui revitalise le souvenir des souffrances vécues. Et ça active toujours ce phénomène que l'historien Georges Mossé a pu qualifier de brutalisation des sociétés européennes, phénomène de brutalisation qui explique à ses yeux pour partie justement l'émergence des totalitarismes dans l'entre-deux-guerres. Et puis en contrepoint évidemment de cette souffrance remémorée par les uniformes, c'est aussi l'exaltation en contrepoint donc, de la figure du combattant, de la figure du guerrier, qui trouve en quelque sorte une forme de contrepoids à cela. Mais ce serait en même temps une erreur de considérer qu'il n'y a que les organisations fascistes qui, dans l'entre-deux-guerres, se dotent de chemises de couleur et de logique martiale. Il faudrait que je puisse revenir en arrière. J'ai dû... Cette séquence, cette photo, qui peut paraître inattendue, ce n'est pas une organisation fasciste qui défile, malgré le port des bottes, des uniformes, la posture martiale qui est à l'œuvre, mais c'est au contraire le Front Rouge. Ici, à Berlin, en 1927, vous avez à gauche Ernst Thälmann, représentant, dirigeant du Parti communiste allemand, et Willy Low, qui est alors membre du Parti social-démocrate indépendant. Et donc c'est le Front Rouge qui ici fait une exhibition sur un mode tout à fait comparable finalement à celui des organisations fascistes, et notamment du nazisme. Mais on est ici évidemment dans la même volonté d'occuper l'espace public, dans la rivalité qui grandit évidemment entre ces deux organisations. Mais, et puis on retrouve aussi ces chemises de couleur dans certains partis socialistes, les socialistes enchemisés, comme a pu les qualifier l'historien Philippe Burin, notamment en France. La jeune garde socialiste française arbore une chemise bleue avec une cravate rouge, elle aussi dans l'entre-deux-guerres. Mais bon, globalement, c'est plutôt évidemment les organisations fascistes qui restent associés à ceux, ici c'est Léon Degrelle, dirigeant du mouvement rexiste. Alors ici, une série de séquences que j'introduis, de photos qui renvoient à une page un peu méconnue de l'histoire de la Bretagne, lorsqu'un certain nombre d'organisations indépendantistes bretonnes, notamment le Parti nationaliste breton, le Bagadou Sturm, ou encore le Cadéverne, tout un certain nombre d'organisations indépendantistes, nationalistes, vont se rallier en quelque sorte à l'idéologie, en tout cas vont rallier les Allemands, notamment pendant la guerre. On retrouve ici l'importation d'un certain nombre de symboles, qui sont ceux du fascisme, bien sûr, à la fois la chemise noire, que l'on retrouve ici, avec la chemise noire, avec simplement une cravate blanche. Ici, la cravate blanche et la chemise noire. La cravate blanche et la chemise noire font référence, là, ici, à un héritage ou à une filiation culturelle, puisque ce sont les deux couleurs du drapeau breton, le drapeau breton, le guanadou, donc noir et blanc, les deux couleurs constitutives de cette identité. Et donc, un certain nombre de ces organisations bretonnes vont rallier, pour certains d'entre eux, notamment ceux qui étaient dans
mouvance de Célestin l'Aîné eh bien, vont rallier sous l'uniforme de la Waffen-SS les troupes allemandes pour traquer les résistants en Bretagne à partir de 1944. Donc il y a une forme de radicalisation de ces militants bretons et une forme de jusqu'au-boutisme qui est liée à cela. Alors au-delà de ces sociétés uniformées, il y a aussi dans ces États totalitaires la volonté de contrôler très étroitement les apparences qui régissent la vie quotidienne. Alors ici, je vais prendre deux exemples succincts concernant l'Allemagne nazie. Le pouvoir politique va assurer la promotion de deux modèles féminins. Le modèle de l'épouse, de la bonne mère, qui se doit d'incarner les valeurs conservatrice et qui, idéalement, doit porter cette fameuse robe Dirndl, qui est la robe inspirée du modèle bavarois, donc qui nous renvoie toute une tradition, ici, tant vantée par Hitler. Et puis un second modèle, qui est celui des jeunes filles, donc toute une déclinaison d'organisation en faveur des jeunes, y compris des jeunes femmes, qui doivent elles aussi arborer un uniforme spécifique et à qui on interdit toute forme de maquillage. Donc on voit bien qu'au-delà de l'apparence proprement dite du vestiaire, il y a aussi une volonté coercitive extrêmement forte que l'on va retrouver d'ailleurs dans d'autres États totalitaires. Je vais y venir tout à l'heure à propos de la Chine populaire, par exemple. Donc on voit cette volonté incontestable d'une politisation de toutes les sphères de la vie sociale afin justement de faire advenir cet homme nouveau qui était espéré. Alors je vais changer d'horizon géographique et idéologique pour aborder une autre facette des totalitarismes, le totalitarisme chinois, ici dans le cadre de la révolution culturelle que le président Mao va déclencher en 1966 afin de reprendre le pouvoir. Alors il s'agit théoriquement pour Mao d'instaurer, de mener une révolution dans la révolution. Il estime que la révolution qu'il avait portée à partir de 1949, enfin bon, après, toutes les transformations qu'il avait pu faire ont été dévoyées. Il est donc temps de réintroduire la révolution dans la révolution pour revenir finalement à un discours ou à des préceptes originels. Et donc, il va instrumentaliser la jeunesse, celle qu'on va appeler les gardes rouges. Alors ici, c'est l'une des scènes fondatrices du déclenchement de la révolution culturelle, puisqu'on est au mois d'août 1966, et Mao, qui a endossé l'uniforme des gardes rouges, qui est à dire en quelque sorte cet uniforme décalqué sur celui de l'armée populaire de libération, uniforme kaki, se voit remettre le brassard, le fameux brassard des gardes rouges. Toutes les sections des gardes rouges étaient dotées ainsi d'un brassard qui permettait d'identifier à quelle cellule, en quelque sorte, ils appartenaient. Et donc Mao, qui a théorisé en 1966 la volonté d'épurer la société chinoise de ces 4 vieilleries, selon son expression. On connaît les expressions souvent imagées du président Mao. Les 4 vieilleries, c'est quoi? C'est les vieilles coutumes, la vieille culture, les vieilles idées et les vieilles habitudes. Et au nom de ces 4 vieilleries, de la volonté d'éliminer les 4 vieilleries, eh bien, il va falloir en quelque sorte épurer non seulement l'appareil d'État, mais aussi la société tout entière de ces déviants, réels ou supposés. Alors vous savez, il existe en Chine à cette époque des catégories, et notamment les catégories noires qui seront stigmatisées. Les catégories noires sont constituées des paysans enrichis, des déviationnistes droitiers, on ne sait pas très bien ce que ça représente, mais en tout cas, bon, ils sont affublés d'un certain nombre de caractéristiques, et eux vont évidemment être les premières cibles de la révolution culturelle à partir de 1966. Alors, la révolution culturelle, c'est quand même, selon les historiens, entre 1 et 3 millions de victimes, sans compter évidemment tous les blessés, les suicidés, etc. Et Xi Jinping a fait partie justement de ces victimes de la révolution culturelle, puisqu'il a été envoyé, lorsqu'il était jeune, dans un camp de redressement, comme de nombreux intellectuels, dans ce qu'on appelait l'école de cadre du 7 mai, où les intellectuels devaient être rééduqués à la campagne par le travail. Là aussi, donc, il s'agit de faire table rase, en quelque sorte, des privilèges qui sont assumés par certains. Et la population chinoise va se couvrir vestimentairement. Alors, il y a 3 grands types de vêtements que les Chinois portent. Alors, ils portent tous le même vêtement, plus ou moins le costume Mao, mais ce vêtement se décline en 3 couleurs.
la couleur kaki pour les gardes rouges, que l'on voit ici brandir évidemment le célèbre petit livre rouge, qui apparaît à partir de 1966 aussi, qui condense en quelque sorte les maximes les plus célèbres du président Mao. La révolution n'est pas un dîner de gala. La révolution est au bout du fusil, donc on voit toute une exaltation de la violence qui va être préfiguratrice des violences qui vont être perpétrées pendant la révolution culturelle. Il y a le costume bleu des paysans et des travailleurs, et puis enfin le costume gris des bureaucrates, des hommes de pouvoir au sein de l'appareil d'État. Et donc, Mao fige en quelque sorte vestimentairement et idéologiquement le pays, c'est-à-dire que toute forme de distinction vestimentaire sont prohibées. Les gardes rouges poursuivent dans la rue les femmes qui n'ont pas une coiffure orthodoxe, qui portent des pantalons, ou les Chinois d'outre-mer qui portent des pantalons trop étroits, etc. Donc il y a toute une police des apparences qui se déploie. Et les seules formes de distinction, finalement, que peuvent se permettre les Chinois, c'est dans le nombre de badges ou de pins qu'ils peuvent arborer sur leur tunique. Et en général, des badges à la gloire, évidemment, du président Mao. Des centaines de millions de badges sont produits pendant cette période. Donc l'idée, c'est ici, on assiste à une forme d'homogénéisation textile et vestimentaire, idéologique. Pourquoi ? Parce qu'il faut opérer la dilution de l'individu dans la communauté, dans la société tout entière. Selon la formule de Mao, chacun doit être une petite vis dans la grande machine du socialisme. Et donc, il y a une forme de dépersonnalisation, une forme de négation de toute forme d'individualité dans le régime maoïste. Et donc, il y a un assujettissement, évidemment, extrême de toute la population de ce point de vue. Alors, cette police des apparences, elle va culminer en 1967 par le calvaire enduré par Wang Guangmei, qui est la femme de Liu Shaoqi, le président de la République chinoise, qui a été évidemment arrêté par les gardes rouges, qui mourra d'ailleurs, Liu Shaoqi mourra en 1969, 2 ans plus tard. Et donc ici, on a l'épouse du président qui va, comme de nombreux autres Chinois, subir une séance d'humiliation collective. Elle est traînée par la garde rapprochée du président Mao à l'université de Tsinghua, devant plus de 300 000 gardes rouges rassemblés. Et là, elle a été affublée d'une robe classique chinoise, qui est une kipao, qui relevait finalement d'un passé impérial ou d'un passé mandarinal révolu. Et les gardes rouges l'ont aussi affublée d'un collier de balles de ping-pong. Ce collier de balles de ping-pong, ici figurant le collier de perles qu'elle avait pu porter lors d'un voyage en 1963 en Indonésie, collier de perles évidemment qui était un symbole évident de sa collusion droitière avec l'Occident dévoyé. Donc ici, c'est une séance qui est restée célèbre, et donc on la voit ici, la tête baissée, dans une posture de contrition après avoir été insultée, battue, etc. Donc il y a là évidemment toute une scène qui est restée en quelque sorte fondatrice pour partie aussi de cette révolution culturelle. Et à l'image de cette forme d'humiliation, ces techniques vont se multiplier. Toutes les figures d'autorité peuvent être coiffées de bonnets d'âne, comme ici, conspuées, etc. Parfois même, on les voit ici dans la position, se portant autour du cou, évidemment, une pancarte qui dénonce leur turpitude, et ici il subit une coupe. Alors souvent les gardes rouges faisaient ce qu'ils appelaient une coupe yin-yang, ils tendaient la moitié du crâne ou arrachaient une partie des cheveux du crâne des personnalités jugées déviantes. Mais bon, il faut bien se rendre compte que cela n'est qu'une facette, évidemment, puisqu'encore une fois, la révolution culturelle va se traduire par un nombre de victimes tout à fait conséquentes en termes d'exécution. Les Chinois font preuve d'une inventivité, le sinologue Jean-Luc Domnac avait pu parler de cela, de l'inventivité punitive déployée par les gardes rouges pour tuer des segments entiers de population, n'épargnant d'ailleurs ni les femmes ni les enfants. Pendant cette révolution culturelle, et même en 1968, le sinologue Jacques Andrieux a pu souligner l'existence de phénomènes d'anthropophagie pendant la révolution culturelle. L'un des premiers cas répertoriés en 1968, c'est une professeure d'école qui a été luttée, comme disaient les Chinois à l'époque, luttée. En fait, elle est battue à mort.
et elle est ensuite dépecée et cuisinée et mangée par ses anciens élèves, par ses élèves. Donc on est quand même dans le tragique de la Révolution, hein. De ce point de vue, ce n'est pas simplement l'exhibition ici de quelques scènes, mais ça va très loin, évidemment, en termes de répression. Enfin, donc, ce qui m'amène à aborder la troisième caractéristique du totalitarisme, c'est évidemment l'emprise du pouvoir sur les populations, le vestiaire de l'oppression et de la servitude. Alors là aussi, je reviens dans le contexte de l'Allemagne nazie, mais il existe d'autres exemples que j'aurais pu mobiliser, bien sûr. L'Allemagne nazie va évidemment utiliser, vous l'évoquiez ce matin, je crois, Jacques, un certain nombre de marqueurs qui visent à segmenter la société, à donner à voir une forme de logique d'inclusion et d'exclusion. Alors, dès qu'ils arrivent au pouvoir, déjà, les Allemands, les nazis, procèdent à une arianisation de nombreux secteurs économiques, et notamment du secteur de la mode. Il s'agit donc d'exclure les juifs de ce secteur de la mode pour produire des vêtements ariens, ou comme ils l'appellent aussi Judenreich. Et au-delà donc de cette arianisation du secteur de la mode, il s'agit aussi de marquer de façon ostentatoire tous ceux qui n'appartiennent pas à la communauté, en quelque sorte. Alors ici, j'ai pris 2 ou 3 exemples. C'est ici, à travers ce signe ou cet insigne qui devait être apposé, hein, c'est un certain nombre d'édits qui sont pris à partir de la fin des années 30. Ici, cet insigne concerne les travailleurs de l'Est, ce qu'on appelle les Ostarbeiter, les travailleurs de l'Est qui viennent travailler finalement en Allemagne dans des conditions de travail forcé, hein, qui vivent quasiment dans des camps de concentration pour travailler, pour fournir une main-d'œuvre, hein, pour alimenter évidemment la machine de guerre allemande. Même chose pour les travailleurs polonais. Donc il y a un édit, une ordonnance de 1938, je crois, qui caractérise au millimètre près la taille de cet écusson, hein, qui définit précisément la taille que doit avoir cet écusson. Donc on a une forme de rationalisation et de bureaucratisation qui est constitutive aussi de cette administration allemande. Et puis le point ultime, c'est évidemment ce que l'on connaît, hein, parce que ça a été évidemment davantage vulgarisé dans les manuels scolaires et autres, c'est évidemment tout le système de marquage qui pouvait exister dans les camps de concentration, avec toute cette déclinaison de triangles ou d'étoiles pour marquer les déportés, alors des déportés qui sont totalement déshumanisés, on le sait bien à travers tous les écrits de Primo Levi, etc. Et donc réduit finalement à un numéro qui est tatoué, comme à Auschwitz, sur le bras des déportés, ou qui est stylisé sur la tenue de ces déportés. Et pour terminer, ici, cette photo qui nous renvoie à une opération de propagande menée par les nazis en 1943 à Katyn, qui est le lieu où des milliers d'officiers polonais furent assassinés par les bolcheviks. Les nazis vont utiliser évidemment le massacre de Katyn à des fins de propagande, comme ils vont le faire pour d'autres pogroms réalisés en Ukraine par les soviétiques, au moment même où d'ailleurs eux, les Einsatzgruppen allemands, commettent des meurtres de masse en Ukraine en particulier, hein, en 1943, 1944. Mais en tout cas, ce que l'on voit ici, ce sont des vestiges, quelques vestiges vestimentaires, qui sont aussi à la fois des preuves matérielles, des massacres perpétrés, des preuves matérielles, mais qui témoignent aussi, en quelque sorte, d'une forme de la double vie qui peut être associée à ces objets. La vie avant l'inhumation, cette vie intime, personnelle, celle d'individus avec leur trajectoire, et puis la vie après l'exhumation de ces objets, des objets qui deviennent alors porteurs d'une mémoire qui n'est plus simplement une mémoire individuelle, mais qui devient aussi porteur d'une mémoire à la fois sociale, culturelle et surtout politique, mémoire de ces massacres de masse perpétrés. Et donc ces objets finalement ont une triple fonction, pourrait-on dire, et je finirai là-dessus. Ils ont évidemment une dimension émotionnelle tout à fait évidente. Ils ont aussi
une fonction testimoniale, une fonction attestataire, et puis ils ont cette fonction mémorielle que je viens d'évoquer à l'instant. Je vous remercie.